Cette idée d'une résidence d'écriture, elle s'est imposée parce que en fait, je m'entendais et j'étais entourée de gens qui parlaient en permanence du fait qu'ils pouvaient pas écrire parce qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne vue par la fenêtre, parce qu'ils n'avaient pas le bon dossier de chaise, etc. Et en fait, on passe notre vie quand on écrit à essayer de pas écrire, à tout faire pour pas écrire. En tout cas, en général, les autres, ils mentent, en général. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on and cry to me. Ce film, il est né de mon expérience de libraire à la librairie Shakespeare & Co à Paris. Et donc en fait, j'ai travaillé dans cette librairie pendant mes études de scénariste et au début de ma vie de scénariste, parce que j'ai été scénariste pendant 12 ans avant d'écrire et de réaliser ce film. Et j'ai passé des années à travailler de nuit, la librairie fermait vers 23h, donc je commençais à 16h et on fermait à 23h. Et donc j'ai passé du temps entourée de gens qui me semblaient être un peu inadaptés comme moi, qui se sentaient pas vraiment appartenir à la bonne époque, qui préféraient parler de littérature, qui étaient tous aspirants écrivains, aspirants comédiens, aspirants musiciens. Et voilà, donc c'était un endroit où se retrouvaient beaucoup de rêveurs. Et donc après, je suis devenue scénariste, j'ai écrit des scénarios originaux pour le cinéma, pour des séries. Et j'ai toujours eu envie d'écrire une comédie romantique, sauf que en fait, j'en avais jamais eu l'occasion en tant que scénariste. Et il me semblait qu'il manquait, en tant que spectatrice, il me manquait une comédie romantique d'auteur. Donc j'avais l'impression que les comédies, elles s'étaient arrêtées aux années 90, surtout en Angleterre, et que depuis, c'était des produits très marketing, souvent destinés aux plateformes ou à des films très très commerciaux, mais que le cinéma avait un peu déserté ce genre-là. Donc j'ai eu très envie, en fait, en tant que spectatrice, d'écrire un film que j'aurais eu envie de voir, qui me manquait. Et c'est assez naturellement que l'expérience de libraire dans cette librairie anglophone Shakespeare & Co, voilà, c'est devenu le point de départ, la scène de théâtre. Voilà. Mais t'attends quoi, en fait? Marc Darcy? T'as pas peur qu'il vienne jamais, Marco? J'ai pas peur. Si, t'as peur, bien sûr que si. Toi, t'as peur de souffrir, t'as peur des histoires d'amour, des coups d'un soir, t'as peur des applications. T'as peur. Tu vis pas, tu te planques. Non, c'est juste que le sexe ubérisé, c'est pas ma came. J'aime pas l'électro, j'ai pas envie de liker des mecs, ni de les entendre partir sur la pointe des pieds le matin pour pas me réveiller. Je vis pas dans le bon siècle, c'est tout. Jane Austen a gâché ma vie, c'est pas un film autobiographique, mais c'est un film où il y a des choses très intimes, très personnelles. D'abord, il y a évidemment ce portrait de libraire. Il y a le deuil aussi, qui est quelque chose qui m'a traversée pendant l'écriture du film. J'avais pas du tout l'intention d'écrire une comédie romantique sur le deuil, et puis en fait, j'ai été en deuil pendant l'écriture. Et donc, je me suis posé la question de comment adresser les questions qui me traversaient, en restant dans un genre de comédie romantique. Donc, j'avais envie de parler de l'héritage, de la transmission, de comment faire avec l'absence, de comment ne pas être écrasé par l'absence, etc. De continuer à vivre, quoi, de manière légère. Ça, c'était pour la première partie de l'écriture, la première période d'écriture. Et je crois que ce qu'il y a de plus autobiographique pour le coup, c'est le rapport à l'écriture. J'avais envie de rire de tout ce que j'ai pu traverser moi en tant que scénariste, en fait, et de tous les blocages, de toutes les peurs, de toutes les excuses que j'ai pu m'inventer pour ne pas écrire. Et donc cette idée d'une résidence d'écriture, elle s'est imposée parce que en fait je m'entendais et j'étais entourée de gens qui parlaient en permanence du fait qu'ils pouvaient pas écrire parce qu'ils n'étaient pas dans de bonnes conditions. Parce qu'ils n'avaient pas la bonne vue par la fenêtre, parce qu'ils n'avaient pas le bon dossier de chaise, etc. Et en fait, on passe notre vie quand on écrit à essayer de pas écrire, à tout faire pour pas écrire. En tout cas, en général, les autres, ils mentent, en général. Et donc je m'étais dit, la résidence d'écriture, c'est le cauchemar parfait pour un auteur, en fait, parce que toutes les conditions sont réunies. Donc là, il faut faire face à son désir et à son syndrome d'imposteur, évidemment. Donc je crois que le plus autobiographique, c'est cette histoire d'imposture que j'ai toujours à chaque projet. J'ai toujours l'impression que tout le monde va se rendre compte à quel point vraiment je suis pas à la hauteur. Et puis en fait, l'écriture, ce qui est beau, c'est qu'il faut juste dépasser cette terreur des premières versions qui sont nulles et travailler en fait. Et de là, il se passe quelque chose. Voilà. Donc c'est ça dont j'avais envie de parler aussi. À la librairie, moi, je peux récupérer tous ces chiffres jusqu'à son retour, donc on est bien.
Tu as passé ta vie à faire du vélo sans dépasser le périph'? À répéter que tu voudrais écrire, mais que t'es bloqué, gna 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 gna. Mais laissez-moi tranquille tous les deux, je peux pas y aller. En parlant de syndrome d'imposture, quand on fait une comédie romantique et qu'on est français, on se sent justement complètement décalé parce que la terre sainte de la comédie romantique, c'est l'Angleterre pour moi. C'est les années 90, c'est Richard Curtis, c'est Quatre mariages et un enterrement, c'est tous les films avec Hugh Grant et tout. Donc c'est vrai que s'attaquer à ce genre-là, c'est évidemment se poser la question de la filiation de tous les films qui ont été faits avant. Et moi, j'avais très envie d'un personnage bilingue. J'avais envie de jouer avec les deux langues. J'avais pas du tout envie de faire un film à l'anglaise. J'avais envie de poser le regard d'une Française en Angleterre et d'une Française sur ce genre-là, de pas être autre chose que qui j'étais comme auteure et comme réalisatrice, mais de jouer avec les codes du genre. Et c'est ça qui est très beau et très excitant quand on fait un film de genre, en fait. C'est qu'il y a des codes, il y a des rendez-vous. Les spectateurs, même les moins aguerris, ils ont intuitivement des attentes, ils savent, en fait. Ce qu'ils veulent voir parfois. Et donc on dit toujours avec la comédie romantique qu'on sait exactement où on va aller a priori, mais on sait pas comment on y va. C'est ça qui est intéressant. Et donc moi, j'ai revu énormément de films, évidemment. J'ai relu aussi énormément de romans et j'ai essayé de jouer avec ces codes-là sans aucune ambition de les réinventer, parce que je trouve ça assez pénible, en fait, cette obsession de réinventer le genre. Je trouve ça hyper prétentieux. En fait, déjà, juste de pouvoir s'emparer d'un genre, c'est pas mal, je trouve, et de pouvoir être généreux et offrir quelque chose au public. La comédie romantique, c'est un genre pour les spectateurs. On peut pas ne pas penser aux spectateurs, en fait, quand on écrit un film comme ça. Et du coup, c'est libérateur aussi. Ça, je crois, ça guide de manière plutôt joyeuse l'écriture. Donc voilà. Vous n'avez aucun nouveau message. Félix n'a pas cherché à vous joindre et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne. Vous perdez votre temps dans cette résidence et vous nous faites perdre le nôtre. Je crois que le film qui m'a le plus inspiré, c'est The Shop Around the Corner. Ça, c'est sûr, c'est Lubitsch. Et je crois que c'est très simplement aussi pour le décor, en fait. Pour le décor qui est le personnage presque principal du film, quoi, ce magasin. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir à comment filmer cette librairie, qui est pas au cœur du film, qui est vraiment un des éléments du film, mais finalement on n'y passe pas tout le temps de ce film, comme dans The Shop Around the Corner, mais je trouvais que c'était très beau de pouvoir raconter une époque, parce que la comédie romantique, elle permet ça, en étant dans un tout petit espace, voilà. Et une librairie comme Shakespeare & Co, elle parle d'une époque entière, de plein de préoccupations différentes, mais en même temps, on est entouré de livres et on est la porte est fermée, on est hors du monde, quoi. Donc c'est ce jeu-là avec l'espace que je trouve intéressant à explorer. Et puis Lubitsch, c'est le roi du malentendu, c'est le roi du dialogue incisif, c'est le roi de l'humour aussi. Donc c'est évidemment ce film est un miracle, quoi. On ne s'en lasse pas. Jane Austen, je l'ai découverte quand j'étais adolescente, parce que j'étais obsédée par les histoires d'amour. J'étais avide de romance, et donc j'ai commencé à découvrir son œuvre vraiment à travers je pense la lecture la plus superficielle, mais qui est aussi très 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 réjouissante, c'est-à-dire Emma, Orgueil et préjugés, etc. Ces personnages de jeunes femmes et leurs préoccupations amoureuses. Et puis j'étais pas assez mûre, je crois, pour saisir le reste. Et donc je l'ai redécouverte quand j'étais justement libraire. Et là, je l'ai lu en anglais. Et là, je sais pas si ça correspondait aussi à l'âge que j'avais et aux questions et aux préoccupations que j'avais, mais là, j'ai été frappée par les questions politiques, le féminisme et son humour aussi, que j'avais pas du tout saisi. Elle a un humour noir, mordant, elle se moque de toutes les conventions de l'époque, etc. Donc c'est quelqu'un qui me passionne parce que elle a façonné un idéal romantique. Elle est morte, ou elle est née en tout cas il y a 250 ans, et encore aujourd'hui, c'est peut-être un des auteurs les plus adaptés. C'est incroyable, il y a des gens qui écrivent des suites à ses romans, il y a des séries, il y a des films jusqu'à Bridget Jones, etc. Donc elle a marqué des générations et des générations de lecteurs, et on ne sait pas exactement pourquoi, en fait. C'est ça qui est étrange, c'est quand même un grand mystère. Donc moi, mon rapport à elle, c'est que je pense que c'est la première fois que j'ai lu un auteur femme qui parlait
avec des formes de pur divertissement, de questions fondamentales sur la liberté des femmes, l'espace de création, le mariage ou pas, la décision de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, jusque dans sa vie en fait. Quand on découvre un peu la vie et les choix qu'elle a fait, elle était très très en avance pour son époque. Donc voilà, j'ai une grande admiration pour elle et je pense qu'elle ouvre aussi la voie à des gens qui ont envie de faire du divertissement au sens noble, tout en s'emparant de questions profondes qui ont vraiment dont c'est très important de s'emparer quoi, encore aujourd'hui. Agathe. In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you. Il y a une citation de Jane Austen sur le miroir. Ok, Avec mon prénom. super. Tu sais qui aurait pu me faire une blague aussi pourrave? Mais me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, moi, t'es bizarre, toi. Alors en fait, je me suis posé la question de comment parler de son œuvre sans faire un film savant, sans m'adresser uniquement aux gens qui l'avaient lu. Et donc j'ai essayé de tisser dans la trame du film et dans les dialogues des références parfois, une manière de parler. Par exemple, ce qu'elle fait beaucoup, que je trouve génial et qui marche merveilleusement bien, dans son œuvre, les personnages s'interrompent quand ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire. Il y a les 3 petits points. C'est-à-dire quand c'est trop difficile, parce que surtout pour les Anglais de l'époque, quand c'est trop difficile d'affronter ses émotions, de dire quelque chose, etc., ils s'interrompent. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai réutilisé. Où il distrait. Dans ses romans, évidemment, quand il faut aussi parler de quelque chose d'intime, etc., paf, on se met à parler de la pluie, de la météo, de l'heure du thé, etc. Donc, il y a des petites choses comme ça dont j'ai essayé de me saisir, mais je dirais que j'ai surtout essayé de faire un film contemporain sur un personnage qui se sent pas contemporaine. Cette question-là, je crois qu'elle est importante. En tout cas, moi, je l'ai observée chez beaucoup de gens. On est dans une drôle d'époque. Peut-être qu'on se dit ça à chaque époque. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est quand même pas si simple, le rapport à l'amour, le rapport à la liberté, à l'autre, etc. On est quand même encore, même si on va vers des choses de grande libération, on proie à beaucoup d'injonctions. Et donc le syndrome d'imposture, par exemple, il touche, je sais pas, quasiment, en tout cas, toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Donc c'est quand même étrange. Voilà, c'est toutes ces choses-là que j'avais envie d'adresser dans le film. C'est étrange comment on écrit un personnage. On part j'imagine, c'est toujours rétrospectif, donc c'est toujours une parole un peu fictionnelle aussi. Hein, ce que je vais vous dire, c'est rétrospectif, mais je crois que je suis partie de quelqu'un que j'avais envie de connaître. Donc un personnage, c'est un peu une énigme, c'est un peu une équation. C'est-à-dire qu'il y a des éléments et il faut les mettre ensemble et il faut chercher ce que ça va donner un peu. Contrairement au grand mythe de la création de personnages très romanesques, en fait, pour moi, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la logique et des mathématiques, en fait. C'est-à-dire, il y a cet élément de ce personnage, plus cet élément, qu'est-ce que ça va donner? Et il faut que ce soit très, très, très logique, sinon les spectateurs y croient pas. Donc, pour écrire le personnage d'Agathe, je suis partie de tous les gens que j'avais rencontrés à la librairie Shakespeare & Co. Je suis partie de tous les gens que j'avais rencontrés dans des ateliers d'écriture ou au conservatoire où j'ai étudié le scénario. Et je me suis dit que j'avais envie de raconter à travers elle l'histoire d'une femme qui fait face à son désir, qui se libère en fait. Et puis j'avais envie de parler d'une autre forme de famille aussi en filigrane, c'est-à-dire qu'elle vit avec sa sœur, elle élève son neveu comme si c'était son enfant, voilà, juste sans démonstration, mais j'avais envie aussi de montrer qu'il y a ce genre de famille, et que c'est une famille aussi à part entière, par exemple. Et ça m'a été inspiré par un voyage que j'ai fait en Angleterre. Quand j'écrivais le scénario, je faisais des repérages et aussi beaucoup de recherches, j'ai interrogé beaucoup de gens, et dans la maison où Jane Austen a vraiment terminé sa vie,
J'ai visité donc sa chambre et en fait j'ai découvert, je savais pas qu'elle vivait avec sa sœur, qu'elle dormait avec sa sœur. Il y avait un espèce de lit à baldaquin qu'elle partageait toutes les deux. Alors jusqu'à sa mort, elle est morte à 41 ans et donc dans mon scénario il n'y avait pas de sœur à ce moment-là. Et du coup la sœur est arrivée comme ça. Et donc il y a plein de choses en fait dans le film qui sont à la fois soit de l'ordre de l'œuvre de Jane Austen ou de choses de la vie de Jane Austen qui sont voilà, qui c'est un peu une espèce de travail intertextuel de mélange. Coucou. Coucou. Tom, mon fils, et Agathe, ma sœur. Et voilà, lui, c'est Raphaël. Gabriel. Salut. Comme j'étais scénariste pendant des années, j'ai jamais moi écrit en pensant à des acteurs, parce que comme quand on est scénariste, on finit par toujours laisser le réalisateur choisir et caster les personnages. Donc en fait, j'ai pas cette habitude-là, donc j'ai vraiment écrit sans penser à personne, en pensant aux personnages. Et puis donc la joie que j'ai eue, puisque c'est mon premier film, la joie que j'ai eue à réfléchir aux acteurs, elle a été évidemment très très épaulée par la directrice de casting. Mais Camille, j'ai pensé à elle tout de suite. C'est vraiment quelqu'un que j'avais vraiment repéré, identifié dans Felicita de Bruno Merle, où elle jouait avec Pio Marmaille. J'avais été étonnée par sa grâce, par son étrangeté, par sa maladresse aussi, et donc je m'étais dit qu'elle allait apporter quelque chose de mélancolique que je cherchais. J'avais envie de faire une comédie mélancolique, puisque mon personnage est en deuil. Donc je trouvais que c'était intéressant, voilà, qu'elle amène ça. Et par ailleurs, elle est bilingue, puisque son père, comme dans le film, dans la vraie vie, le père de Camille est anglais. Donc je cherchais aussi une comédienne française totalement anglophone. Donc je suis partie de Camille. Ensuite, j'ai réfléchi au personnage de Félix. Et là, j'ai repensé à Pablo Poli, qui est un acteur pour qui j'avais écrit dans un film qui s'appelait Tant de chiens, qui a été réalisé par Édouard Deluc. Et Pablo Poli, c'est un monstre de comédie, quoi. C'est-à-dire qu'il peut tout jouer en comédie. Il est hyper physique aussi. Il a du slapstick en lui. C'est même un problème tellement il est drôle en fait. Et je me souviens en tant que scénariste que je l'avais entendu, j'avais entendu des scènes qui avaient été écrites et qu'il avait reprises et à laquelle il avait apporté des choses, quoi. Donc voilà, j'étais très heureuse de le retrouver, lui. Puis je trouve qu'il a une gouaille, il a quelque chose de très français justement. Il a quelque chose de flamboyant, il a une énergie qui est à l'opposé de celle de Camille Rutherford et qui marchait parfaitement pour leur personnage. Donc une fois que j'ai créé ce duo-là, que je l'avais vraiment en tête, j'ai cherché l'acteur anglais. Et là, c'était compliqué parce que quand on fait un film en France, il faut que la langue majoritaire du film soit plus de 70% en fait. Donc il fallait que je sois avec des acteurs français qui puissent tous parler anglais ou des acteurs anglais qui puissent tous parler français au tournage. Donc j'ai cherché un acteur anglais. C'était dur de trouver un acteur anglais qui parle parfaitement français et qui soit plausible dans ce registre-là, parce que en fait tous ces acteurs, je les ai aussi choisis parce qu'en fait ils pourraient appartenir au 19e siècle. Camille, on dirait qu'elle sort d'un tableau de la Renaissance parfois. Enfin, Pablo aussi, il a cette gouaille du début du siècle presque, etc. Donc, j'ai cherché quelque chose d'intemporel et presque d'anachronique chez chacun des comédiens. Et c'est la directrice de casting qui m'a parlé de Charlie Hanson. Et là, effectivement, la ressemblance avec Hugh Grant est flagrante. Et merveilleuse, mais pas que. Il a joué dans Downton Abbey, il a joué des rôles d'époque. Il porte ça en lui, quelque chose d'intemporel, et il a une grande délicatesse, une grande réserve, quelque chose qui marchait vraiment bien avec le trio que j'étais en train de construire. Voilà comment je les ai rencontrés. Et après, la beauté des premiers films aussi, c'est que j'ai pu choisir chaque acteur, en fait. On m'a rien imposé. J'avais pas besoin de chercher des acteurs très 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 connus pour financer le film. On a décidé de faire ce film avec peu de moyens, mais en étant complètement libre. Donc même chaque second rôle, c'est vraiment des acteurs pour qui j'ai eu un élan, un vrai désir. Il y a des acteurs de théâtre, il y a un clown, voilà, c'est la liberté des premiers films. J'espère que j'aurai encore cette liberté par ailleurs. Agathe Robinson et It's Me. Oh, sorry, I thought you'd be much older. I was asked to collect an elderly lady. Comment on a réussi à tourner à Shakespeare & Co? Je crois que, en fait, pour être très honnête, j'y ai travaillé longtemps, ce sont mes amis.
Ils ont dit non à la terre entière, notamment à Emily in Paris, je crois, enfin à des films avec des budgets qui étaient 1000 fois plus élevés que les nôtres. Donc on n'aurait jamais eu, nous, les moyens, en plus de leur demander de fermer la librairie pour tourner dans la librairie. Donc ils m'ont fait le cadeau de m'offrir la librairie la nuit. Donc on a tourné la nuit sans personne, donc c'était assez magique et c'était aussi évidemment une énorme galère parce que tout devait être recréé, toutes les journées de travail dans cette librairie avec les clients, etc. devaient être recréées la nuit. Mais ça c'était un grand moment dans ma vie de tout court en fait, de revenir dans cette librairie où j'ai passé toutes ces années et de tourner un film sur cette librairie la nuit, c'était très beau. Et ensuite la mise en scène de ce film, elle a été faite, elle a été pensée collectivement. Moi, j'ai vraiment, je viens de l'écriture. Il y a 1000 choses que j'ai dû apprendre et qui me restent à apprendre. Mais ce qui est beau dans un film, c'est quand on choisit bien son équipe. Tout le monde a une idée, tout le monde a quelque chose à proposer. Il suffit d'écouter ou de demander surtout, en fait, et de pas avoir l'air de savoir tout d'avance. Donc, j'ai été très très bien accompagnée par une chef opératrice avec qui j'avais déjà travaillé sur un court-métrage, Pierre Mazoyer. Par une script qui était aussi avec moi sur le court-métrage, par une monteuse aussi qui regardait avec moi les rushs et qui me donnait ces sensations de semaine en semaine pendant le tournage. Et puis j'ai abordé la mise en scène comme quelque chose de très simple en fait. Pour moi, c'était les comédiens qu'il fallait mettre en valeur. C'était à eux qu'il fallait laisser de l'espace. Moi, je suis pas très fan du maniérisme. J'ai pas besoin de... En tout cas, j'ai envie que les choses servent le récit et les comédiens, en fait, plus que les mouvements de caméra ou les effets. Donc, j'avais des références complètement délirantes et totalement à côté de la plaque en termes de budget. Je pensais à Retour à Ward's End de James Ivory, Au temps de l'innocence pour le bal, etc. Mais en fait, c'était bien d'avoir ces références parce que du coup, avec mon équipe, on avait vraiment en tête. Parfois, c'était juste des couleurs. Parfois, c'était juste la texture d'une robe et rien d'autre. Pour être très honnête, pas grand-chose d'autre, mais ça nous a emmenés vers quelque chose de commun. Et donc voilà, c'est très très compliqué un tournage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on répète avec des comédiens. Moi, j'ai eu ce luxe-là de répéter avec eux. Ça, c'était ma seule prérogative. Je voulais, surtout pour une comédie, je voulais être sûre qu'on soit tous complètement raccord avec les enjeux de la scène et ce que je voulais vraiment obtenir pour qu'ensuite au tournage il puisse y avoir des accidents, il puisse y avoir des choses absolument inattendues, mais qu'on ait toujours la scène bien en tête, quoi. Donc ça nous a beaucoup aidé, je pense, la répétition. On a trouvé des choses aussi. Le meilleur scénariste du monde fera pas le poids face à des comédiens qui s'emparent d'un texte quand ils ont du temps en répétition et que d'un coup dans la bouche ça sonne mieux parce que ils sont le personnage. Donc j'ai eu ce temps-là et ensuite il y a des moments où j'ai pris des bouillons absolus parce que ça marchait pas, je me suis complètement plantée, je me suis retournée, j'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses, puis j'ai eu une autre idée et puis voilà, en fait on finit par on sait pas trop ce qu'on fait mais on le fait, quoi, et c'est la force du collectif. C'est un ensemble de plein de petites choses qui s'accumulent en fait. C'est-à-dire que par exemple la scène du verre de saké, il me fallait la musique de cette scène pour que les comédiens dansent sur le bon tempo. Et du coup, je savais pas du tout comment j'allais tourner cette scène en fait. Je savais juste que c'était un moment très très important parce que ça c'était une scène qui caractérisait très très fortement le personnage. On allait avoir accès à sa fantaisie, à sa manière de justement fantasmer le réel, etc. Donc je voulais pas que ce soit une scène réaliste évidemment. Et en fait, en parlant avec le compositeur à qui j'ai demandé de m'envoyer quelque chose, je lui ai parlé de In the Mood for Love pour la musique. Et du coup, il m'a envoyé cette musique. Mais en fait, c'est en passant par la musique que j'ai revu In the Mood for Love et que je me suis dit, en fait, allons vers quelque chose de très rouge, de très ouaté comme ça. Enfin voilà. Et c'est en discutant avec la chef opératrice aussi, qui en a parlé avec la chef. Enfin voilà. C'est un ensemble de plein de petites choses qui font qu'il y a la naissance des idées et donc parfois ça venait de moi, parfois ça venait de quelqu'un d'autre. La scène de bal, elle est très émouvante pour moi parce que je pense qu'elle représente vraiment ce qu'a été le film. C'est-à-dire que quelques jours avant de tourner cette scène, on s'est dit qu'on était dans la merde, quoi. C'est-à-dire que une scène de bal dans une comédie romantique, c'est une scène que tout le monde attend. Il faut que ça envoie, quoi. Il faut que ce soit magnifique, il faut que ce soit magique.
et on n'avait vraiment pas beaucoup de sous. Donc c'est une discussion avec la chef opératrice où on s'est dit que quand dans l'histoire du cinéma, quand il n'y a pas d'argent, il y a des bougies. Donc on a mis des bougies partout. Et puis moi, j'avais pas du tout anticipé que je saurais pas diriger tous ces comédiens danser la valse, je ne sachant pas danser la valse moi-même. Donc j'ai appelé en espèce d'urgence et de détresse profonde une comédienne danseuse chinoise qui avait joué dans mon court-métrage, qui était aussi professeure de danse, qui a bien accepté, qui a bien voulu, je sais pas, 5 jours avant le tournage, passer 4 heures avec mes comédiens pour qu'ils puissent apprendre à valser. Et grâce à elle, on a eu tout son réseau de danseurs de salon. C'est pour ça que les figurants aussi, ils savaient danser, parce que ça, personne n'avait anticipé. Donc ça, c'est un miracle. Et puis, il y a la costumière aussi, qui, on n'avait pas du tout le budget pour habiller avec des costumes d'époque 60 figurants, plus les comédiens. Donc c'est la chef costumière qui est allée acheter des robes guérissol synthétiques, inflammables chinoises, et qui a fait des manches ballons et des cols. Et en fait, ça marche. Donc en fait, cette scène, elle est très émouvante parce que c'est tellement le talent et la patience et la collaboration de tellement de gens en fait pour que ça marche, que je suis très contente parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Waouh, quelle scène de bal !» Et je sais, moi. Et la scène de baiser, en fait, je crois que une des scènes sur lesquelles j'ai le plus appris, moi, en mise en scène, justement, c'est la scène du baiser entre Camille Rutherford et Pablo Poli sur le quai avant qu'elle parte en Angleterre. Je savais pas comment j'allais la tourner, cette scène, parce qu'en fait, il fallait recréer un décor qui soit un décor de port plausible. Et pour ne rien vous cacher, on est sur une piste héliport à Dunkerque. Il n'y a pas de ferry pour l'Angleterre autour. Et je repère avec donc toute l'équipe pendant des jours et des jours pour trouver le bon endroit. Et en fait, il n'y a que cet endroit qui conviendrait, qui correspond. Et j'arrive, je me souviens, à 5 heures du matin, il faisait encore nuit puisqu'on tournait très très tôt sur le plan de travail. Et j'arrive dans la nuit sur cette piste héliport et je me dis, mais c'est une scène hyper importante. Il faut que ce soit, je voudrais qu'il y ait du souffle et du romanesque et vraiment un moment romantique. Et putain, je suis sur un héliport, en fait, c'est moche, il y a rien, il y a juste du béton et de l'eau. Et puis le jour s'est levé, les comédiens étaient prêts, on avait beaucoup parlé de cette scène, de ce qui devait se jouer, de la surprise, en fait, de ce baiser, de quelque chose qui vraiment entre en collision avec ce qu'ils avaient prévu. Faut pas que ce soit prévu, fallait pas qu'on sente que c'était prévu. Et puis, en fait, la leçon, pour moi, ça a été, en fait, 2 comédiens qui sont bons, qui sont prêts, qui ont compris parfaitement ce qui allait se passer, qui s'entendent, qui sont à l'aise l'un avec l'autre, un parapluie, un cadre, en fait c'est bon. Et c'est une des scènes que je préfère. Le reste, finalement, c'est pas très important. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'avais pas prévu autre chose que ça. Donc c'est aussi ça la magie des films, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très prévues, qui se passent pas comme prévu, puis il y a des choses sur lesquelles on ne prévoit rien, et puis où tout a l'air d'aller contre, et puis en fait il y a quelque chose de magique qui se passe et il faut l'accueillir. Et par exemple, en fait, elle fait un truc absurde. Ils ont un parapluie pour 2. Et en fait, elle est tellement troublée. Et ça, c'est la comédienne qui l'a trouvé. Elle est tellement troublée qu'en fait, elle prend le parapluie, puis finalement, elle lui rend, et puis elle part sans le parapluie, mais alors que c'est son parapluie. Et en fait, ça, j'adore, par exemple. Je l'ai gardé. Tout le monde s'est dit, putain, ça sera pas raccord. Après, mais en fait, c'est pas grave. C'est trop beau quand il se passe un truc qui est pas prévu. Voilà. Tiens. Et pour te calmer, donc t'en prends un en montant sur le bateau, la moitié d'un cachet, d'accord? Et l'autre moitié ce soir avant de dormir, et ça ira bien, d'accord? Ouais. Mais comment tu sais que je risque pas un choc anaphylactique ou un œdème de quinte?
La musique, elle a été composée par Peter Vampel, qui est un musicien suédois hyper talentueux, dont l'univers musical est très très éloigné du film et qui a cette capacité comme ça de faire des grands écarts. Donc la discussion, elle a été en amont, on s'est rencontrés bien avant le tournage évidemment. On a discuté, il y a des morceaux qu'il a envoyés pour que je puisse tourner avec et que les comédiens sachent comment bouger, comment danser, etc. Surtout pour la scène d'ouverture, qui est une scène où l'actrice danse et chante sur un espèce de tube qui est Cry to Me, qui est la musique de Dirty Dancing, dont on a eu les droits miraculeusement, mais qu'on a complètement réenregistré. Et donc c'est Peter Vampel et Marie Modiano qui chantent et qui a réenregistré le morceau. Et ensuite, la discussion, elle a été passionnante parce que il y avait des choses très très claires déjà écrites au scénario. Schubert, par exemple, c'était là depuis le début. Cry to Me aussi. Frédéric François, Je t'aime à l'italienne aussi, c'était écrit. J'avais envie d'un titre absurde pour un voyage en Angleterre, mais j'avais envie qu'on se sente sur ce genre de musique, sur ce genre de tubes désuets mais merveilleux qui font un bien fou quand on les connaît par cœur et qu'on les chante. J'avais envie de sentir à quel point ces deux comédiens, ces deux personnages étaient proches en fait. Et ensuite, il y a eu la musique originale qu'il a composée au fil du montage, et en fait qui est née du morceau qu'il a envoyé en hommage à Wong Kar-wai pour la scène du restaurant chinois. C'est-à-dire que cette musique, où il y a vraiment des accords, les premiers accords sont proches de In the Mood for Love, et puis ensuite il part complètement ailleurs, elle m'a tellement plu que j'en ai eu envie comme thème pour le personnage. Et donc en fait, c'est lui qui ensuite est venu avec plein de propositions de réorchestration de ce morceau, et qui a proposé les instruments avant, par exemple, qu'on peut entendre à partir du moment où il est en Angleterre. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça devient une musique aussi intemporelle. On pourrait être au début du siècle, on pourrait être au 19e. On ne sait plus exactement où on est grâce à cette musique. Donc je trouvais que c'était intéressant de perdre un peu aussi le spectateur avec cette musique. Au fond du cœur, une drôle de chanson sicilienne que tu sais par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie quand résonne encore le bruit de verre de Chianti. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. La scène du poème à la fin, c'est la plus importante, en fait, pour moi, parce que ce poème, je l'ai entendu dire à la librairie Shakespeare & Company il y a 15 ans, par le poète lui-même, Jack Hirschman, et il m'a bouleversé ce poème, je vis avec depuis 15 ans, et je pense qu'en fait, au-delà de la librairie Shakespeare & Co, qui a été vraiment le décor, le point de départ, je pense que le cœur du film, c'est ce poème, en fait. Ce poème sur un cœur brisé, qui est le début de toute véritable perception. En fait, finalement, c'est exactement ce qui se passe pour le personnage. C'est le trajet du personnage, ce poème. Et sans faire de film avec un message, parce que j'ai pas de message à délivrer, mais c'est ce que je voudrais offrir au spectateur à la fin, en tout cas, ce poème. Et le poète qui l'a écrit est mort avant le tournage. J'aurais rêvé de lui demander. Donc j'étais assez désemparée parce que je savais pas du tout à qui j'allais pouvoir demander de faire cette lecture finale. Et puis Frédéric Wiseman, donc l'immense réalisateur de documentaires, qui est mon vieil ami depuis des années, a proposé sa candidature. Et donc c'était génial parce que je crois que je pouvais pas imaginer un acteur. Et puis Frédéric Wiseman, il a de l'humour. Il y a de l'humour partout, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Et donc il a amené quelque chose de décalé, parce que ce poème pourrait être aussi extrêmement mélodramatique, déclamé de manière totalement pathos, et j'avais pas du tout envie de ça. Et il a l'œil qui brille, il a l'œil qui frise. Donc voilà, c'est un grand cadeau pour moi qu'il ait accepté de dire ce poème à la fin. Path. Go to your broken heart. If you think you don't have one, get one. To get one, be sincere. Learn sincerity of intent by letting life enter, because you're helpless, really, to do otherwise. J'ai commencé à accompagner le film à Toronto en septembre 2024.
Et donc c'était la première mondiale du film et c'était une première importante parce que c'était un public anglo-saxon et je savais pas du tout moi comment les anglo-saxons allaient réagir à ce film. Donc c'était passionnant et c'était merveilleux parce que c'était très chaleureux. C'est un festival qui est fait pour le public, donc les salles sont pleines et les gens réagissent et donc c'était la toute première fois que je montrais ce film et en fait j'ai eu des câlins. C'est-à-dire que les gens attendaient à la fin et me serraient dans leurs bras. Et en fait, ce qui est hyper beau et qui est impossible à prévoir, c'est que quand on fait une comédie romantique, surtout en 2025, où quand même le monde va très mal, et en fait où ça va pas du tout, quoi, globalement, à l'échelle globale, et ben quand on fait une comédie romantique et que les gens sont touchés par ce film, et ben ils viennent nous faire des câlins. Donc voilà, j'ai fait une tournée en France pour montrer le film dans plein d'endroits, dans des petits cinémas de province, dans des plus grandes villes et tout. Et je m'attendais pas à l'émotion que c'est en fait de faire ce genre de film et que les gens réagissent en parlant de littérature, de poésie, de deuil, voilà. Donc c'est plutôt c'était très émouvant et ça m'a donné envie de continuer à faire ce genre de film en fait parce que je voulais très simplement faire un film optimiste en fait. Je voulais faire un film qui fasse du bien et donc voilà, les gens l'ont renvoyé et ça c'est très beau.